Il y a une question que très peu de gens se posent sérieusement, et la voici. Combien d'énergie as-tu dépensé aujourd'hui à te soucier de ce que les autres pensent de toi? Réfléchis-y un instant. Combien de fois as-tu relu un message avant de l'envoyer pour qu'il ne paraisse pas trop désespéré? Combien de fois as-tu gardé pour toi quelque chose que tu pensais, par peur de la réaction des autres? Combien de fois as-tu fait quelque chose que tu ne voulais pas vraiment faire, simplement pour ne pas paraître mal? Combien de fois as-tu reconstruit dans ta tête une conversation qui était déjà terminée, en cherchant ce que tu aurais dû dire, ce que tu as laissé échapper, ou comment tu as été perçu? Si la réponse te met un peu mal à l'aise, tant mieux. Cela signifie que ce que nous allons voir ici pourra vraiment t'aider. Ce n'est pas un manuel pour devenir quelqu'un de froid, de distant ou d'arrogant. Non. C'est quelque chose de très différent. C'est apprendre à avancer dans la vie sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. C'est agir à partir d'un point intérieur solide. Non pas depuis la peur de décevoir, mais depuis la capacité de vouloir des choses, de les poursuivre, d'interagir avec le monde, sans que tout cela dépende du fait que le monde te donne une tape dans le dos pour te dire que tu es suffisant. Les stoïciens, ces philosophes de la Grèce et de la Rome antique qui ont vécu il y a plus de 2000 ans, comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle le savaient déjà. Ils disaient que le seul territoire qui t'appartient réellement est ton esprit. Tout le reste, les opinions des autres, les résultats, ce qui se passe à l'extérieur ne dépend pas entièrement de toi. Et pourtant, la plupart d'entre nous vivent exactement à l'inverse, obsédés par ce que nous ne contrôlons pas et indifférents à la seule chose que nous pouvons réellement façonner. Nous allons changer cela. Leçon après leçon. Sans détour, sans promesse vide. Avec des idées que tu pourras emporter avec toi lorsque tu refermeras cette lecture. Mais avant de commencer, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des prochaines publications. Commençons. Leçon 1. Comprendre ce que signifie agir comme si rien ne t'importait. Commençons par le début, car ce concept a très mauvaise réputation et la plupart des gens le comprennent complètement à l'envers. Quand quelqu'un dit « agis comme si rien ne t'importait », l'image qui vient souvent à l'esprit est celle d'une personne qui se moque de tout, qui ne s'engage dans rien, qui traite les autres avec mépris. Quelqu'un qui joue au dur mais qui, au fond, est vide à l'intérieur. Une personne qui confond le désintérêt avec la liberté, et qui a décidé que si rien ne lui importe, alors rien ne pourra lui faire de mal. Mais ce n'est pas ce que nous allons construire ici. Ce n'est pas du détachement. C'est de l'anesthésie émotionnelle. Et il y a une différence immense entre quelqu'un qui ne ressent plus rien parce qu'il a fermé toutes les portes, et quelqu'un qui ressent, choisit, agit, puis lâche prise. Le véritable sens des « agir comme si rien ne t'importait » n'a rien à voir avec l'indifférence. Il s'agit plutôt de sécurité émotionnelle. Il s'agit de savoir qui tu es avec suffisamment de clarté pour ne pas avoir besoin que le monde extérieur te le confirme constamment. Il s'agit d'avoir une boussole intérieure qui fonctionne même si personne d'autre ne voit la direction qu'elle indique. Imagine deux personnes face à une tempête. La première s'accroche désespérément à tout ce qu'elle trouve autour d'elle. Elle panique. Elle a besoin que quelqu'un lui dise que tout va bien se passer. La seconde observe la tempête. Elle la reconnaît et l'accepte. Cela ne lui est pas égal. Elle n'est pas insensible. Mais la tempête ne la définit pas et ne la paralyse pas non plus. La première agit depuis la peur. La seconde agit depuis l'équanimité. C'est précisément ce que cherche la philosophie stoïcienne, l'équanimité. Pas la froideur, pas le vide. Mais une base intérieure suffisamment solide pour que le vent extérieur ne puisse pas te renverser. Pour que tu puisses être dans la tempête sans devenir la tempête. Pourquoi tant de personnes sont-elles attirées par quelqu'un qui ne cherche pas l'approbation? La réponse est simple, parce que cette personne transmet quelque chose de rare. Dans un monde où presque tout le monde mendie de la validation, celui qui n'en a pas besoin se distingue immédiatement. Non pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'il y a en lui quelque chose qui dit « Je suis déjà suffisant sans ton applaudissement ». Et cela inspire le respect. Le problème, c'est que beaucoup confondent cette attitude avec une simple façade. Et c'est là que tout se complique. Car le détachement qui fonctionne n'est pas un masque. C'est la conséquence d'un véritable travail intérieur. L'excès de préoccupation pour l'opinion des autres est comme porter un mégaphone intérieur qui crie constamment « Que vont-ils penser de moi ?» Et les autres le remarquent. Ils le ressentent dans ta manière de parler, de bouger, de décider. Cela dégage une insécurité, même si tu essaies de la cacher. Le concept de détachement sain est simple en théorie, mais difficile en pratique. Cela signifie que tu peux vouloir quelque chose, travailler pour l'obtenir, t'y investir réellement, et en même temps lâcher le résultat. Comme quelqu'un qui plante une graine, l'arrose et en prend soin, mais qui ne creuse pas la terre chaque jour pour vérifier si elle a déjà germé. Il y a un soin actif, et en même temps l'acceptation que chaque processus a son propre rythme. La personne qui n'a pas besoin d'être applaudie pour agir a déjà gagné la moitié de la bataille.
Et si tout cela te semble juste mais que tu te demandes comment cela se traduit dans la vie quotidienne, dans les conversations réelles, dans ces moments où tes mains tremblent vraiment, c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Car la première étape consiste à reconnaître quand tu cesses d'agir pour toi-même et que tu commences à agir pour les autres. Leçon 2, cessez de chercher la validation extérieure. Bien. Maintenant que nous savons ce qu'est le véritable détachement, vient la partie inconfortable. La validation extérieure est addictive. Et ce n'est pas une exagération. Elle fonctionne exactement comme n'importe quel autre mécanisme de récompense. Chaque fois que quelqu'un te donne un « like », te dit que tu as bien fait, ou te regarde avec admiration, ton cerveau libère une petite dose de satisfaction. Le problème, c'est que cette sensation dure très peu de temps. Alors tu en veux une autre, puis encore une autre. Et sans t'en rendre compte, tu deviens quelqu'un qui prend des décisions non pas en fonction de ce qu'il veut vraiment, mais en fonction de ce qui lui apportera de l'approbation. Comment savoir si tu es tombé dans ce cycle ? Il existe des signes très clairs. Tu changes d'avis lorsque tu remarques que le tien ne plaît pas. Tu expliques et te justifies plus que nécessaire, même lorsque personne ne t'a demandé d'explication. Tu passes des heures à penser à quelque chose que quelqu'un a dit à ton sujet. Quand quelqu'un ne répond pas comme tu l'espérais, quelque chose en toi se dérègle. Tu vis une expérience et ton premier réflexe est de la raconter immédiatement à quelqu'un, comme si elle n'était pas complète tant qu'il n'y avait pas de témoin. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est un schéma appris. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des environnements où l'amour et l'approbation arrivaient dans le même paquet. Et ce qui a été appris peut être désappris. Mais cela demande un travail conscient. Les philosophes stoïciens proposaient un exercice très simple. Avant d'agir, demande-toi, est-ce que je fais cela parce que je le choisis vraiment, ou parce que je veux que quelqu'un pense quelque chose de moi ? La question est simple, mais puissante. Car au moment où tu commences à te la poser honnêtement, les réponses deviennent inconfortables. Et cet inconfort est précisément le point de départ du changement. Construire une estime de soi qui ne dépend pas des opinions extérieures n'est pas de l'orgueil. C'est de la responsabilité. Car si ta valeur en tant que personne est décidée par les autres, alors tu deviens leur prisonnier. Mais si tu la décides toi-même, tu cesses d'être l'otage de ton environnement. Tu n'as plus besoin que le monde soit calme pour être toi-même en paix. Une manière pratique de réduire le besoin d'approbation est de commencer à prendre de petites décisions uniquement pour toi, sans les annoncer à personne et sans chercher de confirmation. Quelque chose d'aussi simple que changer une habitude, essayer quelque chose de nouveau ou choisir différemment dans une situation quotidienne. Puis observe comment tu te sens lorsque cette décision n'a reçu aucune validation extérieure. Si tu te sens bien malgré tout, tu viens de gagner un petit morceau d'estime de soi indépendante. Prendre des décisions basées sur tes propres valeurs commence par savoir quelles sont ces valeurs. Pas celles que tu crois devoir avoir. Les tiennes. Celles qui apparaissent lorsque tu te demandes ce qui compte réellement pour toi. Ce que tu ne serais pas prêt à abandonner, même si cela te coûtait quelque chose. Car au final, les décisions que tu prends à partir de ce que tu es vraiment sont les seules qui te permettent de dormir tranquille. Les décisions prises pour satisfaire les autres ont toujours une date d'expiration très courte, et elles arrivent souvent avec une facture que tu paies plus tard. La personne qui vit pour les applaudissements des autres meurt un peu chaque fois que le théâtre se vide. Maintenant que tu comprends d'où vient le piège de la validation, une autre pièce du puzzle apparaît. Car tout cela ne sert à rien si, dans les moments de tension, quand quelqu'un te provoque ou te critique, ton corps réagit avant même que ton esprit ait le temps d'intervenir. Et je te l'assure, cela arrive à presque tout le monde. Leçon 3, contrôler ses réactions émotionnelles. C'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car tout le monde veut être calme et serein. Personne ne se réveille le matin en pensant « Aujourd'hui, j'ai envie d'exploser inutilement ». Et pourtant, cela arrive, bien plus souvent que nous ne voulons l'admettre. La différence entre réagir et répondre est immense. La plupart des gens connaissent cette différence en théorie, mais pas dans la pratique. Dès que quelqu'un touche un point sensible, la théorie disparaît, et il ne reste que l'impulsion. Réagir est automatique. C'est l'émotion qui arrive avant la pensée. C'est le message envoyé sous le coup de la colère, la réponse que tu regrettes ensuite. C'est le mode survie qui s'active alors qu'il n'y a aucun danger réel. Répondre, en revanche, est autre chose. C'est ce moment même très bref où quelque chose en toi dit « Attends ». Dans ce minuscule espace entre le stimulus et la réponse se trouve, littéralement, ton pouvoir. Cet espace n'est pas grand. Parfois, il ne dure qu'une seconde. Mais dans cette seconde peut se jouer la différence entre une réaction qui aggrave un conflit et une réponse qui le désamorce. Le philosophe stoïcien et empereur romain Marc Aurèle l'exprimait très clairement. La perturbation ne vient pas des choses elles-mêmes, mais de l'opinion que nous avons des choses. Ce n'est pas tant ce qui t'arrive qui t'affecte, mais la manière dont tu l'interprètes. L'histoire que tu te racontes à propos de ce qui s'est passé. Et cette histoire, c'est toi qui l'écris. Imaginons une situation concrète. Quelqu'un te critique devant d'autres personnes.
À cet instant précis, deux versions de toi peuvent apparaître. La première ressent la blessure et interprète immédiatement la critique comme une attaque. Elle passe en mode défense ou contre-attaque. La seconde ressent exactement la même blessure. Elle la remarque, la reconnaît, puis choisit comment agir à partir de là. Elle ne l'ignore pas, mais elle ne lui laisse pas non plus prendre le volant. Comment entraîner cette seconde version de toi-même? Par la pratique. Il n'existe pas d'autre chemin. L'intelligence émotionnelle n'est pas un talent avec lequel on naît. C'est un muscle qui se développe comme n'importe quel autre, avec la répétition et la volonté d'échouer plusieurs fois avant de faire mieux. Une technique simple consiste à pratiquer la pause de 3 respirations. Non pas parce que respirer est magique, mais parce que ces 3 secondes interrompent l'automatisme. Elles donnent au cortex préfrontal, la partie du cerveau qui résonne, le temps d'intervenir avant que le système limbique, celui qui réagit émotionnellement, ne prenne le contrôle. Un autre outil puissant consiste à changer de perspective temporelle. Quand quelque chose provoque une forte réaction en toi, demande-toi: est-ce que cela aura encore de l'importance dans une semaine? Dans un an? Ce n'est pas une manière de minimiser ce que tu ressens. C'est une manière de calibrer ta réponse et d'éviter de dépenser une énergie d'urgence dans des situations qui ne sont pas de véritables urgences. Garder son calme dans les moments de tension ne signifie pas réprimer ses émotions. Cela signifie choisir quand, comment et où les exprimer. Et cela, loin de te rendre moins authentique, te rend plus puissant. Car celui qui contrôle ses réactions contrôle aussi le récit. Et celui qui contrôle le récit possède un avantage silencieux dans n'importe quelle conversation. La sérénité n'est pas l'absence de tempête. C'est l'art de naviguer à l'intérieur de la tempête. Et sais-tu quel est l'outil le plus sous-estimé pour conserver ce calme? Ce n'est pas une technique de respiration. Ce n'est pas un mantra. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, et en même temps beaucoup plus difficile. Leçon 4, le pouvoir du calme et du silence. Le silence fait peur. Et c'est précisément pour cela qu'il fonctionne. Nous vivons à une époque où tout le monde parle. Où le silence met mal à l'aise. Si tu ne dis rien, certains l'interprètent comme une faiblesse ou de l'ignorance. Les conversations se remplissent de mots qui ne signifient pas grand-chose, simplement pour éviter les pauses. Les messages sont envoyés à toute vitesse pour ne pas paraître indifférents. Et pourtant, les personnes qui dégagent le plus de confiance sont rarement celles qui parlent le plus. Les personnes calmes inspirent une forme d'autorité que la plupart des gens ne savent pas expliquer, mais que tout le monde ressent. Il y a quelque chose chez quelqu'un qui n'a pas besoin de combler les silences, qui parle seulement lorsqu'il a quelque chose de réel à dire. Cela crée une présence différente, plus dense, plus authentique. Comme si chaque mot avait un prix et donc plus de valeur. La philosophie stoïcienne parle souvent de cette attitude. Le philosophe Épictète, qui commença sa vie comme esclave avant de devenir l'un des penseurs les plus influents de son époque, disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour une raison. Écouter davantage que parler n'est pas de la passivité. C'est de la sagesse. Une grande partie de la souffrance humaine vient du fait de parler trop. De se justifier plus que nécessaire. De se défendre alors que personne ne nous a réellement attaqués. Cette tendance à se justifier constamment est l'une des formes les plus évidentes d'insécurité. Lorsque tu expliques tout sans que personne ne te l'ait demandé, ce que tu dis en réalité est: j'ai besoin que tu comprennes mes raisons pour que tu ne me juges pas mal. Et paradoxalement, cette tentative de protection produit souvent l'effet inverse. Que se passe-t-il lorsque tu arrêtes de te justifier inutilement? Au début, il y a de l'inconfort. Le tien, et peut-être aussi celui des autres. Car ils sont habitués à ce que tu donnes des explications. Mais peu à peu, quelque chose de différent commence à se construire. L'image d'une personne qui agit par conviction, qui ne demande pas la permission et qui ne cherche pas à être comprise, parce qu'elle se comprend déjà elle-même. Le silence peut aussi être un puissant outil de communication. Au milieu d'un conflit, si au lieu de répondre immédiatement tu prends un instant, tu laisses l'autre terminer et tu réponds calmement, la dynamique change complètement. Cela communique de la présence, de la sécurité et l'idée que tu n'as rien à prouver. Éviter les disputes inutiles n'est pas de la lâcheté. C'est choisir ses batailles. Toutes les provocations ne méritent pas ton énergie. Certaines situations se résolvent d'elles-mêmes si tu les laisses dans le silence. Certains conflits n'existent que parce qu'ils cherchent ta réaction. Et lorsqu'ils ne la trouvent pas, ils perdent toute leur force. Celui qui sait se taire quand tout le monde parle souvent plus fort que n'importe qui. Mais tout cela repose sur quelque chose de plus profond encore, une manière de voir la vie qui permet à tout le reste de s'aligner naturellement. Leçon 5, construire une mentalité de détachement. Il existe une phrase souvent attribuée à la tradition stoïcienne qui résume tout. Préoccupe-toi uniquement de ce qui dépend de toi. Cela semble simple, presque évident. Pourtant, l'appliquer réellement est l'un des exercices les plus difficiles qui existent. L'esprit humain a tendance à vouloir tout contrôler. Les conversations, les résultats, ce que les autres pensent, le futur, et même le passé.
Et lorsque la réalité ne correspond pas à ce que nous attendions, nous souffrons. Pas forcément parce que la situation est insupportable en elle-même, mais parce qu'elle entre en collision avec l'histoire que nous avions construite sur la manière dont les choses auraient dû être. La mentalité de détachement ne dit pas que ce qui arrive doit être égal. Elle dit que tu peux désirer quelque chose intensément, travailler pour cela avec engagement total, et en même temps accepter que le résultat final ne dépend pas entièrement de toi. C'est comme un navigateur qui prend la mer. Il peut vérifier son bateau, étudier les routes, préparer chaque détail avec soin. Mais il ne peut pas contrôler le vent. Ce qu'il peut faire, en revanche, c'est apprendre à naviguer aussi bien avec un vent favorable qu'avec un vent contraire. Et c'est précisément cette capacité à se mouvoir dans des conditions que l'on n'a pas choisies qui fait de lui un véritable navigateur. Les attentes irréalistes envers les autres sont l'une des plus grandes sources de souffrance inutile. Lorsque tu attends qu'une personne agisse d'une certaine manière et qu'elle ne le fait pas, le problème n'est parfois pas la personne, mais l'attente. Car les attentes sont des histoires que tu racontes à propos du futur. Et le futur suit rarement le scénario que tu avais écrit. Comment lâcher une attente sans devenir indifférent? En distinguant le désir de l'exigence. Tu peux désirer qu'une chose arrive. Tu peux même faire tout ton possible pour qu'elle arrive. Mais dès que ce désir devient une exigence, cela doit être ainsi, sinon cela ne vaut rien, la souffrance commence. Accepter les résultats sans dramatiser ne signifie pas qu'ils ne t'affectent pas. Cela signifie que tu ressens ce que tu ressens, tu le traverses, puis tu continues, sans rester prisonnier de la question, pourquoi cela ne s'est-il pas passé comme je le voulais? Se concentrer sur ce qui dépend réellement de toi est peut-être la pratique la plus libératrice qui existe. Car lorsque tu réduis ton cercle de préoccupation à ton véritable cercle d'influence, la vie devient beaucoup plus gérable. Pas nécessairement plus facile, mais beaucoup plus tienne. Laisse partir ce que tu ne peux pas retenir. Ce n'est qu'ainsi que tu auras les mains libres pour ce qui compte vraiment. Construire cette mentalité de détachement est la fondation. Mais une fois cette base posée, une nouvelle question apparaît naturellement. Comment montrer cette force intérieure au monde sans que cela ressemble à de l'arrogance ou à de la distance? Car il existe une ligne très fine entre projeter de la confiance et projeter de l'orgueil. Leçon 6, projeter de l'assurance sans arrogance. Voici probablement le point le plus mal compris de tous. Beaucoup de gens pensent que l'assurance et l'arrogance sont la même chose, alors qu'elles n'ont absolument rien à voir. L'arrogance naît de la peur. C'est le mécanisme utilisé par quelqu'un qui, au fond de lui, a besoin de se sentir supérieur pour ne pas se sentir vulnérable. Il se gonfle pour que personne ne voie ses doutes. Il attaque avant d'être attaqué. Il rabaisse les autres pour ne pas être rabaissé. Il a besoin de gagner chaque conversation, parce que dans son esprit, en perdre une équivaut à perdre quelque chose de bien plus grand. La véritable assurance fonctionne autrement. Elle n'a rien à prouver. Elle n'attaque pas. Elle ne cherche pas à rivaliser. Elle n'en a pas besoin. Une personne réellement sûre d'elle ne devient pas nerveuse lorsque quelqu'un brille à côté d'elle, car sa valeur ne repose pas sur le fait d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Elle repose sur quelque chose de plus intérieur, de plus solide. Le langage corporel d'une personne sûre d'elle est le premier signal. La posture, le rythme, la manière de marcher, le contact visuel, la façon d'occuper l'espace. Il ne s'agit pas de poses exagérées, mais de quelque chose de beaucoup plus subtil. Ne pas se rapetisser, ne pas s'excuser d'exister. Certaines personnes entrent dans une pièce et demandent la permission avec leur corps. Elles se font petites, parlent doucement, regardent autour d'elles en quête de signes d'approbation. D'autres entrent et sont simplement là. Naturellement. À l'aise avec elles-mêmes, même sans dire un mot. Parler avec fermeté et clarté ne nécessite pas de hausser la voix. En réalité, ceux qui crient le plus sont souvent ceux qui se sentent le moins sûrs d'eux. La fermeté réside dans la conviction, savoir ce que l'on dit et le dire, sans détours inutiles, sans tic de langage, sans terminer chaque phrase en cherchant une confirmation. La philosophie stoïcienne insiste sur un point essentiel. La véritable confiance vient de la connaissance de soi. Elle vient du fait de savoir ce que l'on valorise, ce que l'on choisit et ce que l'on défend. Il ne s'agit pas d'avoir toujours raison, mais d'entretenir une relation honnête avec soi-même, qui permet d'agir sans avoir constamment besoin de la validation des autres. Éviter les attitudes défensives ou agressives est l'autre face de cette assurance. La défensive, comme l'arrogance, vient de la peur. Lorsque vous vous sentez attaqué dans des situations qui ne sont pas de véritables attaques, c'est souvent le signe qu'il y a quelque chose en vous qui mérite d'être examiné. Une personne qui projette une assurance authentique peut recevoir une critique sans se mettre immédiatement sur la défensive. Elle peut écouter, réfléchir, puis décider si cette critique a de la valeur ou non. Ce n'est pas de la soumission, c'est de la maturité. C'est comprendre qu'une critique ne vous brise que si vous lui en donnez le pouvoir. Les personnes qui impressionnent le plus sont rarement celles qui essaient de le faire. Elles agissent simplement à partir d'un endroit authentique.
La cohérence entre ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent et ce qu'elles font crée une présence qui se remarque, même lorsqu'elles restent silencieuses. La véritable assurance ne fait pas de bruit. Elle se ressent. Et en parlant de présence, il y a quelque chose d'inévitable auquel nous devons tous faire face, l'opinion des autres. Les critiques que vous n'avez pas demandées, les commentaires qui blessent même lorsque vous prétendez qu'ils ne vous touchent pas. C'est ce que nous allons aborder maintenant. Leçon 7, gérer l'opinion des autres. Soyons directs, on vous critiquera. Toujours. Peu importe ce que vous faites, comment vous le faites ou avec quelles intentions. Il y aura toujours quelqu'un qui pense qu'il aurait fait autrement ou que vous vous trompez. Ce n'est pas un problème que vous devez résoudre. C'est simplement la condition humaine. Nous sommes des êtres qui ont des opinions. Sur tout, et sur tout le monde. L'erreur que commet la plupart des gens est d'essayer d'agir de manière à ce que personne n'ait rien à dire. C'est impossible. Et, en plus, c'est épuisant. Chaque fois que vous essayez de satisfaire quelqu'un d'autre trouvera cela mauvais. Si vous êtes direct, on vous dira que vous êtes trop brusque. Si vous êtes aimable, on dira que vous êtes trop faible. C'est une course sans ligne d'arrivée, parce que la ligne d'arrivée est déplacée par ceux qui jugent. Les stoïciens avaient un concept clair pour expliquer cela, le cercle de contrôle. À l'intérieur, vos actions, vos valeurs, vos décisions, votre manière de répondre. À l'extérieur, l'opinion des autres sur vous. Ce qui est à l'extérieur ne peut pas être entièrement contrôlé. La seule chose que vous pouvez décider, c'est le poids que vous lui donnez, l'espace intérieur que vous lui accordez. Filtrer ce qui mérite réellement votre attention exige un critère clair. Une question simple peut aider. Cette personne me connaît-elle vraiment? A-t-elle suffisamment d'informations pour juger? Son opinion vient-elle d'un véritable intérêt pour mon bien-être, ou d'autre chose? Si quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous apprécie et qui comprend votre situation vous fait une remarque, cela mérite peut-être d'être écouté. Mais si quelqu'un qui vous connaît à peine lance un commentaire au hasard, la chose la plus intelligente est souvent de le laisser passer. Non pas parce que cela ne vous affecte pas, mais parce que lui donner de l'importance reviendrait à lui offrir un pouvoir qu'il ne mérite pas. Ne pas tout prendre personnellement implique d'accepter une vérité que peu de gens veulent entendre. La plupart de ce que les autres disent ou font n'a presque rien à voir avec vous. Cela a à voir avec eux, leur histoire, leur vie, leurs peurs, leurs propres insécurités. Quand quelqu'un est cruel sans raison apparente, la cause est rarement vous. Elle se trouve le plus souvent en lui. Cela ne justifie pas son comportement, mais cela le remet en perspective. Et la perspective apporte de la liberté. Développer une peau émotionnelle plus épaisse ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie que les choses entrent, que vous les traitez, mais qu'elles ne s'installent pas en vous. Comme l'eau qui coule sur un rocher. Le rocher ressent le courant, mais il ne se dissout pas. Tout feu ne mérite pas votre bois. Apprenez à distinguer celui qui éclaire de celui qui ne fait que consumer. Lorsque vous savez gérer ce qui vient de l'extérieur, il est temps de vous occuper de quelque chose d'aussi important que vous avez peut-être longtemps relégué au second plan, votre propre bien-être. Leçon 8, prioriser son bien-être personnel. Il arrive un moment dans la vie de nombreuses personnes où elles réalisent quelque chose d'inconfortable. Elles ont pris soin de tout et de tout le monde, sauf d'elles-mêmes. Leur temps est réparti entre l'urgence, les besoins des autres et ce qu'elles pensent devoir faire. Et ce dont elles ont réellement besoin est toujours remis à plus tard. Avec le temps, ce « plus tard » devient « jamais ». Les limites ne sont pas des murs. Elles définissent simplement ce qui entre dans votre vie et ce qui n'y entre pas. Elles sont la manière de dire au monde « jusqu'ici » et pas plus loin. Sans cette définition claire, votre énergie, votre temps et votre attention deviennent des ressources disponibles pour tout le monde, sauf pour vous. La philosophie stoïcienne est claire sur ce point. Prenez soin de ce qui relève de votre responsabilité, en commençant par vous-même. Non pas par égoïsme, mais parce que si vous n'allez pas bien, il sera difficile d'être vraiment présent pour les autres. Un récipient vide ne peut rien donner. Apprendre à dire non sans culpabilité est l'un des apprentissages les plus libérateurs qui existent. Et aussi l'un des plus difficiles pour ceux qui ont grandi dans des environnements où dire non était perçu comme une déception. Si vous êtes de ceux qui, avant même de dire non, cherchent déjà comment l'adoucir, retenez ceci, un non n'a pas besoin d'explication. Un non dit calmement et clairement se suffit à lui-même. Il ne demande pas d'excuses, seulement de la conviction. Identifiez les situations qui drainent votre énergie est l'étape préalable pour pouvoir vous en protéger. Certaines personnes vous fatiguent sans rien faire de particulier. Certains engagements pèsent comme des fardeaux. Certaines conversations commencent par politesse et se terminent par un regret. Tout cela est une information que votre corps vous envoie, même si votre esprit refuse parfois de la recevoir. Protéger votre temps et votre attention est peut-être l'acte le plus puissant dont nous parlons ici. Le temps est la seule chose qui ne revient pas. L'argent peut revenir. L'énergie peut être rechargée. Le temps, non. Et pourtant, la plupart des gens le traitent comme s'il était illimité.
Votre attention a également un prix. Ce que vous choisissez de regarder, ce que vous laissez entrer dans votre esprit, ce que vous consommez chaque jour vous façonne d'une certaine manière. Pas de façon dramatique ou immédiate, mais de façon constante et silencieuse. Choisissez avec soin où vous posez votre regard. Celui qui ne sait pas dire non à l'extérieur finit par se dire non à lui-même. Mais tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici repose sur une condition fondamentale. Cela ne fonctionne que si cela vient d'un endroit sincère. S'il y a une véritable cohérence. Si ce n'est pas un masque. Si c'est vraiment vous. Leçon 9, agir avec authenticité. L'authenticité est l'un de ces mots tellement utilisés qu'ils ont presque perdu leur sens. Tout le monde dit être authentique, mais très peu de personnes le sont réellement. Non pas parce qu'elles sont hypocrites, mais parce que vivre avec authenticité est plus difficile qu'il n'y paraît. Être authentique ne signifie pas dire tout ce que l'on pense sans filtre. Cela n'est pas de l'authenticité, c'est un manque de discernement. Être authentique signifie qu'il existe une cohérence réelle entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Cela signifie que vous ne changez pas de version de vous-même selon la personne que vous avez en face de vous. Cela signifie que vous avez des valeurs claires et que vous agissez à partir d'elles, avec ou sans public. L'incohérence est l'un des schémas les plus courants et les plus silencieux de l'insécurité. Lorsque vous agissez d'une manière avec certaines personnes et d'une manière totalement différente avec d'autres, quelque chose en vous le sait. Et cette tension intérieure a un coût. Vous ne la nommez pas toujours, mais elle est là. Et elle s'accumule. Les stoïciens accordaient une grande importance à l'intégrité, dans son sens le plus littéral, être entier. Être le même dans toutes les circonstances. Vivre de manière à pouvoir vous observer de l'extérieur sans ressentir de honte. Non pas dans le sens d'être parfait, mais dans celui d'être cohérent. Que ce que vous montrez au monde soit réel, même si ce n'est pas impeccable. Éviter d'agir uniquement pour s'intégrer socialement est l'un des plus grands défis de notre époque. Les réseaux sociaux, les groupes, les environnements professionnels, tous possèdent leur code non écrit. La plupart des gens s'y adaptent sans s'en rendre compte. Ils ajustent ce qu'ils disent, ce qu'ils montrent, ce qu'ils pensent. Et un jour, ils réalisent qu'ils jouent un rôle depuis longtemps. Au point de ne plus se souvenir complètement de l'œuvre originale. Trouver son propre style de vie et de pensée demande un exercice qui donne le vertige à beaucoup de gens, être seul avec soi-même. Sans écran. Sans bruit. Sans agenda. Juste vous, et ce que vous pensez réellement lorsque vous n'avez rien à prouver à personne. C'est le point de départ de l'authenticité véritable. Et voici quelque chose que l'on dit rarement, l'authenticité inspire le respect parce qu'elle est rare, pas parce qu'elle est parfaite. On peut être authentiquement imparfait, et cela crée souvent plus de connexions humaines que n'importe quelle version parfaitement polie. Les personnes qui montrent leurs contradictions avec honnêteté inspirent souvent plus de confiance que celles qui affichent une cohérence impeccable. Ce sont les fissures qui laissent passer la lumière. Être soi-même dans un monde qui vous demande constamment d'être autre chose est l'acte le plus courageux qui soit. Nous arrivons maintenant au dernier chapitre. Peut-être le plus important de tous. Car comprendre chacun de ces principes séparément ne sert à rien si, une fois cette lecture terminée, tout redevient comme avant. La clé réside dans la manière d'intégrer tout cela dans votre vie réelle. Dans votre lundi matin. Leçon 10, intégrer le détachement dans votre vie quotidienne. Nous arrivons au dernier chapitre, et c'est sans doute le plus important. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici peut rester de belles idées qui inspirent pendant un moment avant de s'évaporer, ou bien se transformer en quelque chose de réel, une manière concrète d'être au monde. La clé réside dans la pratique quotidienne. Appliquer cet état d'esprit au travail ne signifie pas que les résultats ne comptent pas pour vous. Cela signifie faire votre meilleur travail sans que votre valeur en tant que personne dépende des résultats de ce travail. Cela signifie que vous pouvez fournir le maximum d'efforts tout en acceptant que l'effort ne se traduise pas toujours par le résultat espéré, du moins pas de la manière ni au moment que vous aviez imaginé. Cela ne vous diminue pas. Cela vous rend simplement honnête face à la réalité. Vous recevez les résultats, vous les analysez, vous retenez ce qui est utile, vous laissez partir ce qui ne l'est pas, puis vous continuez. Dans les relations, le détachement sain que les stoïciens comprenaient très bien signifie aimer sans posséder, prendre soin sans contrôler, être présent sans attendre que l'autre comble un vide que vous seul pouvez remplir. Les relations les plus saines sont celles qui existent entre des personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour survivre, mais qui se choisissent pour grandir. Sur les réseaux sociaux, qui sont peut-être l'environnement le plus hostile à tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, le détachement signifie les utiliser sans qu'ils vous utilisent. Publier depuis un endroit authentique, sans attendre un nombre précis de réactions pour vous sentir bien. Consommer avec discernement. Savoir quand se déconnecter, non pas parce que vous allez mal, mais parce que vous avez des choses plus importantes à vivre dans la réalité. Les grands penseurs stoïciens disaient quelque chose qui résonne aujourd'hui plus que jamais. La tranquillité n'est pas une destination que l'on atteint une fois pour toutes. C'est une pratique que l'on choisit chaque jour. On n'arrive pas à un point où l'on possède l'équanimité pour toujours.
On la travaille chaque matin, dans chaque petite décision, dans chaque moment où l'on sent l'impulsion de retomber dans un ancien schéma et où l'on choisit d'agir autrement. Maintenir l'équilibre entre l'engagement et le détachement est peut-être la tension la plus noble qui soit. Il ne s'agit pas de ne rien vouloir. Il s'agit de vouloir sans s'agripper, d'agir sans dépendre, de traverser la vie avec les mains ouvertes plutôt que serrées. Les mains ouvertes peuvent recevoir beaucoup plus. Les exercices pratiques pour renforcer cette attitude sont simples en théorie. À la fin de chaque semaine, écrivez 3 décisions que vous avez prises pour vous-même, et non pour plaire à quelqu'un. Pendant une journée, observez vos réactions et notez combien d'entre elles viennent de la peur, et combien viennent d'un choix conscient. Dans une conversation où vous auriez normalement rempli le silence, pratiquez le silence. Donnez-vous la permission de ne pas justifier quelque chose qui n'a pas besoin de justification. Laissez passer un commentaire qui, auparavant, vous aurait immédiatement fait réagir. Ce sont de petites choses, mais avec le temps elles s'accumulent. Elles créent quelque chose de différent, une personne qui se déplace autrement dans le monde, qui occupe son espace avec plus de naturel, qui choisit depuis un endroit plus authentique, plus profondément sien. Transformer la tranquillité émotionnelle en habitude est le travail d'une vie entière. Ce n'est pas l'affaire d'un week-end ni celle d'une simple lecture inspirante. Mais cela commence ici. Cela commence maintenant, avec une seule décision un peu plus fidèle à vous-même que celle d'hier. Au début, nous avons posé une question. Combien d'énergie dépensez-vous pour ce que les autres pensent de vous? Maintenant, vous avez peut-être une autre manière d'y répondre. Non pas depuis une indifférence forcée, ni depuis une posture ou un personnage, mais depuis une compréhension plus honnête de l'endroit d'où vient réellement votre valeur, et de la manière de la protéger sans avoir besoin que quelqu'un d'autre la certifie. Agir comme si rien ne vous importait n'est pas une stratégie d'image. C'est le résultat naturel d'avoir travaillé sur ce qui compte vraiment pour vous et d'avoir laissé partir ce qui n'aurait jamais dû compter autant. C'est ce qui reste lorsque vous cessez de jouer un rôle et que vous commencez simplement à être. Ce n'est pas un chemin que l'on parcourt une seule fois. Il n'y a pas de point d'arrivée où tout est définitivement réglé. C'est un chemin que l'on choisit chaque matin, dans les petites choses, dans les moments où personne ne regarde. Et chaque fois que vous le choisissez, vous vous rapprochez un peu plus de cette version de vous-même qui n'a pas besoin du monde pour être bien en son sein. Celui qui apprend à vivre sans les applaudissements découvre que le silence peut aussi être une forme de liberté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci pour votre temps et votre attention. Votre soutien permet de continuer à partager des idées comme celle-ci. À bientôt pour une prochaine réflexion.